Comment à côté. Donc on se trouve aujourd'hui pour une méthodologie numéro 2 sur comment réaliser un bilan carbone. Bilan carbone ou bilan énergétique, en tout cas un bilan. Alors, pour ce faire, ce qu'on va devoir faire, c'est un tableau, toujours de préférence. Mais avant de faire un tableau, à quel endroit on va avoir justement un bilan énergétique et un bilan carbone? On va déjà commencer par le bilan énergétique pour commencer. On fera le bilan carbone ensuite. Donc pour le bilan énergétique, quels sont les besoins qu'on va avoir pour... Alors l'objectif de ce cours, c'est pour ceux qui avaient un bilan énergétique à faire, mais c'est aussi pour vous permettre... C'est aussi pour vous permettre, en tant que personne qui allait passer le grand oral, de réfléchir à certaines questions. Parce qu'il y a des choses qui s'engagent quand vous faites des choses comme ça. Alors, bilan énergétique. Donc quand on est dans une logique de bilan énergétique, quand on est sur une logique de bilan énergétique, qu'est-ce qui va nous manquer? Bonjour Enzo. Hein, je vous laisse répondre dans le chat, qu'est-ce qui va nous manquer? Alors les besoins énergétiques, qu'est-ce qu'on va caractériser par besoins énergétiques? Dans ce cas-là, évidemment, on va caractériser ça. Alors les besoins énergétiques... Et qu'est-ce qu'on va avoir en opposé, justement? Parce que du coup, tu as un némésis, en fait, tu as une sorte de bascule entre les deux. Tu as les besoins énergétiques. Au final, c'est une sorte d'équation entre deux choses. Non, parce que tes besoins énergétiques, c'est justement tes dépenses. Si tu as des besoins énergétiques, c'est des choses que tu vas dépenser. Tu as des besoins, tu as des... L'autre chose, c'est des apports énergétiques. Alors, les apports énergétiques, donc du coup, c'est une bascule entre les deux. C'est aussi un équivalent d'une équation. Ici, vous allez avoir des choses qui vont se mettre de ce côté-là, des choses qui vont se mettre de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe à cet endroit-là? Pour que, du coup, on arrive à quelque chose de correct. Sinon, ça marche pas. S'il y a des besoins d'un côté, des apports de l'autre. C'est juste une équation, c'est standard, hein, c'est tout simple. Hein. Faut que les besoins énergétiques et les apports énergétiques, donc on va enlever le petit slash pour faire l'opposé, parce que c'est pas les opposés, c'est des compléments. Donc ça doit être systématiquement, les besoins énergétiques doivent systématiquement être plus petits ou égal que les apports énergétiques. D'ailleurs, même limite, il faut qu'ils soient strictement supérieurs aux apports énergétiques, parce que si vous dépassez exceptionnellement cet apport, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'arrêter de fonctionner. Et là, vous aurez des problèmes. Hein, ça peut faire sauter les plombs, etc. Ça peut faire plein de choses particulières sur vos réseaux. Alors, quels sont les types d'apports énergétiques qu'on va avoir besoin dans le bâtiment, n'importe où d'ailleurs, hein, les besoins énergétiques. Tu les as partout. Quels sont les types de besoins énergétiques qu'on peut avoir? Ça dépend du système que vous avez. Si vous faites un candélabre, les besoins, ils vont de quel ordre, par exemple?
Qu'est-ce que vous avez besoin comme type d'énergie? Ça m'inquiète, hein, je vois que vous n'avez pas vraiment la possibilité de me répondre. Alors, tu peux avoir des besoins en électricité. Dans ce cas-là, si c'est de l'électricité, quelle est l'unité d'énergie qu'on va utiliser? Eh ben non, c'est pas le watt. Le watt, c'est pas de l'énergie. Ah, c'est du joule. C'est du joule, mais du joule, on va utiliser autre chose que le joule parce que le joule, c'est petit. On va utiliser du kilowatt-heure. Hein, on va faire encore la petite équation d'habitude que vous devez déjà connaître. Hein. Hein, l'énergie, ça peut être de la puissance fois du temps. Donc là, on est comme ça, kilowattheure. Par contre, du coup, il y a des fois où vous allez décider d'utiliser une autre énergie que l'énergie électrique. Parce que là, c'est le cas, c'est un cas en particulier. C'est pas obligatoirement tout le temps le cas. Imaginons, vous êtes dans le bâtiment, vous avez besoin de quelque chose quand on est, par exemple, le 12 décembre. Le chauffage. Donc là, le chauffage, c'est des besoins en chauffage. Donc on a besoin en énergie. Donc là, c'est de l'énergie électrique. Et là, c'est de l'énergie thermique. Ça a besoin d'un apport de thermique ici. Alors les apports de thermique peuvent être envoyés en électricité. Je vous rappelle que vous pouvez avoir du... Vous avez quoi comme type de chauffage où vous avez de la thermique qui est pris en compte et de l'électricité qui sont pris en électricité? Ouais, alors le gaz justement on va en parler après, mais on va commencer par le fait qu'il y a déjà de l'électricité et que du coup on peut déjà estimer ça en kilowatts. Bah Swan il est pas doué. Swan il va s'organiser pour changer, il va aller sur Chrome ou sur Edge. Il est sur quoi? Il est sur son téléphone, il est sur quoi comme truc? C'est trop facile ça, il n'arrive pas à se connecter. Ça veut pas dire grand chose. Si, il se connecte, hein, c'est juste qu'il n'arrive pas à mettre son micro. Alors, si, soit il n'a pas de micro, soit il n'a pas compris comment il fallait le faire. Ah bah s'il n'a pas de micro sur son ordi, c'est autre chose déjà. Faut qu'il aille sur Chrome et qu'il évite Firefox, comme tous les autres. Alors, du coup, énergie thermique, en électricité, quels sont les types de chauffage qui peuvent être pris en compte? En fait, ce que j'aime bien, c'est la redondance et le nombre de fois où on vous le dit et que bah, j'ai l'impression que c'est toujours nouveau. Donc c'est bien de s'émerveiller de la nouveauté. Alors les radiateurs électriques, c'est une possibilité. Il en existe une autre qui est ultra importante et qui est le meilleur système de chauffage qui existe. Les pompes à chaleur, merci Ryan. Alors le sol chauffant, c'est juste un radiant. Hein, sinon, comment dire Thibaut. Donc là, vous avez des types de chauffage. Alors maintenant, on va passer au gaz, comme dit Thibaut. Alors vous avez gaz, vous avez bois, vous avez pétrole. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle comment dire, des matériaux, comment dire, comment on peut appeler ça? Les énergies fossiles. Merci. Donc les énergies fossiles, quelle est comment dire, l'unité de mesure qu'on va utiliser pour la définir? Est-ce que vous connaissez ou pas?
Parce que pourtant, c'est pas obligatoirement un truc qu'on n'a pas vu dans l'année. Tonnes. Ça peut être des gigatonnes, hein, des mégatonnes, hein. Ce qui compte, c'est que ça soit de la tonne. Alors, c'est marrant, donc c'est la reine des énergies qui représente le truc, hein. Tonnes équivalent. Pétrole, ça c'est une possibilité. Et sinon, vous avez en effet la tonne équivalent CO2 par kilo, ça c'est aussi une possibilité. Donc là, c'est plutôt des tonnes équivalent CO2. Et donc là, vous pouvez utiliser les deux. Et ça, on verra ça après pour l'autre partie du cours. Mais là, on commence déjà sur celle-là. L'objectif, c'est de faire un bilan énergétique. Maintenant que vous savez ça, les besoins énergétiques, on va les caractériser dans un bâtiment parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'énergie qui est utilisée dans un bâtiment. Donc, dans un bâtiment, quels sont les types d'énergie que vous allez avoir? Quels sont les endroits où vous allez avoir des dépenses énergétiques? Alors moi, ça me rassure pas. Dites-moi, vous êtes le groupe de la semaine globalement, là, si j'ai l'impression. Et il n'y a pas tout le monde. La salle des machines où il y a des machines électriques. Qu'est-ce que vous appelez la salle des machines où il y a des machines électriques? Parce qu'il y en a partout des machines électriques. On va appeler ça par... comment dire? Zone de dépense. Bah, Angelo, je l'ai même pas vu se connecter là, hein, donc... Alors, vous avez des besoins et en face, vous avez du coup des systèmes qui sont mis en place pour. Donc on va dire comme ça. Il y en avait un, on l'a exprimé juste avant. Donc le besoin, par exemple, c'est le chauffage, par exemple. Donc là, les systèmes de chauffage qui existent, vous allez avoir un radiant électrique. Quand vous avez au-delà du radiant électrique, il vous faut... Vous avez possibilité d'avoir la pompe à chaleur, ce qu'on appelle la PAC aussi. Vous avez une troisième possibilité, ce qu'on appelle les chaudières. Et l'avantage d'une chaudière, la particularité d'une chaudière, c'est qu'elle dépend de l'énergie que vous allez mettre dedans, mais ça reste toujours des chaudières. Vous avez la possibilité que ce soit une chaudière au fioul, ça soit une chaudière au gaz. Très moche, qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Une chaudière au gaz. Et une dernière, une chaudière par exemple au bois ou au copeaux de bois. Voilà. Techniquement, c'est ça les systèmes de chauffage que vous allez avoir dans une maison. Alors du coup, là, en parlant projet, charbon aussi, si vous voulez, mais charbon, à mon avis, vous allez avoir rarement du chauffage maison au charbon, hein. Si vous avez du charbon, ça va être pour faire votre barbecue. Donc on va même pas le mettre. Mais là-dedans, l'objectif, ça va être de faire quoi, à votre avis, si vous avez une réflexion de projet par rapport à ce choix de système? Ça peut être une question intéressante, hein. Il y en a un qui pourrait peut-être l'aborder, j'en sais rien. Est-ce que vous avez des questions en lien avec ça dans le grand oral, parmi vous? Non, donc Ilian il a pas, donc du coup, vu que Ilian il a pas, personne il a.
Hichem, il a pas, donc personne n'est là. Donc non, personne n'a de questions là-dessus. D'accord, ok. Donc là, moi, je vous donne une question qui pourrait être intéressante, mais si vous la faites tous après, tant pis pour vous, ça marchera pas. Comment choisir un système de chauffage adapté au vu de la situation énergétique et climatique de la planète Terre? Donc là, vous avez la réflexion de vous dire, vous avez des énergies qui sont prises en compte, vous avez des choses, etc. C'est pas vraiment la question qui va être la plus intéressante, c'est il faut que vous soyez dans une logique de réflexion intéressante par rapport à votre projet. D'accord? Donc il faut vraiment que ça soit une question où on peut se dire, ah, l'élève il a réfléchi à un système en lien avec ce qu'il étudiait et en plus à côté de ça, il a réfléchi à, comment on peut appeler ça? À poser une question qui est intéressante par rapport à la situation actuelle, quoi. Il a mis sa question dans l'actualité, dans la période dans laquelle on vit. Ouais, je comprends. C'est pas très français tout ce que vous écrivez, mais sinon ça va. Bah alors je vous refais vite fait le topo de démarrage. On a juste fait cette chose-là pour l'instant, bilan énergétique. Comment fonctionne la différence entre les bilans énergétiques? Donc les bilans énergétiques, vous avez quoi? Bilan énergétique, il faut qu'il soit absolument plus petit que les apports énergétiques. Donc vous allez avoir besoin de réfléchir aux apports énergétiques ensuite. Et donc du coup, en électricité, on va utiliser le kilowattheure et en énergie thermique, on utilise la tonne équivalent pétrole ou la tonne équivalent CO2. Mais la tonne équivalent CO2, on va voir ça sur la suite du cours. Alors, maintenant qu'on a fait le chauffage, autre poste de dépense énergétique de votre bâtiment. Donc là, je vais changer le nom de cette zone-là. C'est pas du besoin, c'est du poste énergétique. C'est des postes énergétiques. Et après, le système qui va avec. Alors, poste énergétique numéro 2. Éclairage. Alors, éclairage, bah, ça va être les lampes, hein. Globalement, tu vas pas en avoir d'autres. Si, y a-t-il un moyen d'avoir une sorte de régulation d'apport énergétique grâce à autre chose que les lampes dans l'habitat? Quelque chose qui pourrait être pris en compte. Oui, les fenêtres. Donc, tout ce qui va être fenêtres, ça peut être considéré comme de l'éclairage. Et donc là, par contre, ça fait baisser votre consommation de lampes en journée. Vous avez des endroits, genre lycée Le Corbusier, comme j'aime le dire, où les gens ont les lumières allumées en journée parce que l'optimisation des fenêtres, c'est pas obligatoirement ça, mais c'est compliqué aussi. Vu que les lumières, la lumière du soleil le matin, elle tape du côté de la Villa de Savoie et qu'elle tape de l'autre côté, de l'autre période de la journée. Alors, après l'éclairage, autre zone qui peut être importante à prendre en compte, comme poste énergétique. Mais par exemple, si on avait mis je sais pas, moi, des lucarnes, vous aviez aussi possibilité de faire des tunnels de lumière qui partent du toit et puis qui irriguent tous les étages avec des baies miroitantes, etc. C'est totalement possible. Ou avec une magnifique, je sais pas moi, un magnifique trou de lumière en plein milieu du bâtiment qui aurait pu, mais bon, après le bâtiment est en longueur, c'est compliqué aussi, mais moi je propose juste des idées. Architecte du Corbusier, si tu m'entends. Bon alors, qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité intéressante?
Quels sont les autres postes énergétiques? Ah! Oh, mais on a Monsieur Vito, dis donc. Oui, c'est une... Et donc, du coup, ça peut vous poser une autre question sur votre du grand oral. Je vous rappelle que l'orientation des biens, etc., ça peut être important. Comment réduire les consommations énergétiques en nous servant de l'orientation des bâtiments? Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, on a l'impression, mais il en est qu'il existe plein de bâtiments où la réflexion est totalement orientée sur la quantité d'orientation au sud. Je vous ai déjà donné des exemples. Vous avez le Earthship qui est un exemple, vous avez l'héliodon qui est un exemple, et ainsi de suite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a comme autre poste énergétique? Ça, c'est globalement les deux sur lesquels on peut pas faire impasse. Il y en a un troisième, voire un quatrième sur lesquels on peut pas faire impasse. Ça commence par électro. Là, je parle dans le bâtiment, on va dire d'habitation évidemment. Mais dans le bâtiment, après l'autre, on va en discuter aussi dans le bâtiment industriel. Électroménager. Alors, électroménager, bah, y a les équipements quoi. Oui, Moussa. Attendez. Ouais, oui, oui, bah, bonjour. Euh, c'est juste pour me lever la main. Donc les équipements d'électroménager, alors est-ce que c'est une dépense ou un apport énergétique à votre avis? Eh bah c'est pas totalement vrai. Je vous donne l'exemple bête, si vous utilisez une plaque de cuisson, si vous utilisez un four, toute énergie, je vous rappelle comment fonctionne le data center qu'on a visité chez Schneider, si vous vous souvenez. Bah en fait il y a un peu d'apport, mais il y a beaucoup de dépenses, mais il y a quand même de l'apport. Alors, une perte thermique n'est une perte thermique que si elle n'est pas récupérée. Est-ce que dans le bâtiment, on n'a pas un équipement de chauffage particulier qui pourrait être utilisé et qui vous permettrait de récupérer cette chaleur qui est perdue? Non, ça c'est pas un système, ça c'est un comment dire, c'est un matériau isolant. Un système, je parle, parce qu'il faut bien le capter quelque part pour pouvoir s'en servir pour empêcher d'avoir plus de pertes. Alors, il existe dans le domaine de la construction deux types actuellement, deux gros types de bâtiments. Le premier, c'est les bâtiments d'origine biosourcée. Et vous allez avoir les bâtiments, ce qu'on va appeler, moi je vais l'appeler comme ça, on va mettre ça sur une autre image, ça va être plus sympa. Dans les types de bâtiments, vous avez globalement, donc je vous ai dit, un bâtiment qui s'appelle biosourcé. Et le deuxième, on va l'appeler bâtiment. Le bâtiment, celui-là qui va être un bâtiment, on va dire, standard. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler bâtiment standard, bâtiment biosourcé, à votre avis? Ils sont en train de réfléchir à une construction d'un bâtiment en bois je crois, 800 mètres de haut, là. Hein. Alors, qu'avec des matériaux d'origine naturelle. Là, vous allez avoir du bois, vous allez avoir de la paille, vous allez avoir de la terre, vous allez avoir du chanvre, vous allez avoir plein de matériaux écologiques
qui vont utiliser la laine de mouton, la laine de bois et ainsi de suite. Ça, c'est le biosourcé. Bâtiment standard. Bâtiment standard, c'est pour les élèves de AC qui connaissent un élève qui s'appelle Eren, le béton. Les bâtiments standards, c'est ceux qui sont réalisés avec du béton. Vous allez avoir en général, c'est toujours normé. Vous avez une couche de béton. À l'extérieur, vous avez un enduit comment on appelle ça, un enduit. Un enduit, par exemple. Comment ça s'appelle cet enduit qu'ils mettent dessus? C'est un enduit à base de crépi ou un truc comme ça. Non, béton de chambre, vous allez avoir ça sur les biosourcés. Béton de chambre, d'ailleurs, béton de chambre, vous n'utilisez pas de ciment dans le béton de chambre à la base. Vous allez utiliser justement des couches d'argile ou de chaux. La chaux, ça va encore, c'est pas trop, comment dire, problématique. Et à l'intérieur, vous allez avoir peut-être une couche de laine de verre et vous allez avoir une couche de plâtre sur le bâtiment standard. Ça, c'est typiquement ce qu'ils utilisent la plupart du temps dans les bâtiments standards. Et ça implique que vous allez avoir des coves dans le bâtiment. Est-ce que les coves, vous savez ce que c'est? Alors les coves, c'est tout ce qui va être... c'est des particularités au niveau on va dire c'est au niveau de la respiration. Vous allez avoir des particules qui vont dépendre des matériaux qui sont utilisés dans cette construction standard et qui font qu'en fait à cet endroit-là, il est fortement conseillé de ventiler votre bâtiment. Donc si vous ventilez votre bâtiment, qu'est-ce que vous faites quand vous ventilez? Vous avez un bâtiment qui est fermé. À l'intérieur c'est chaud et à l'extérieur c'est froid. Donc vous faites un cyclage d'air. Vous excluez de l'air chaud et vous rentrez de l'air froid. Vous avez des pertes thermiques, mais ces pertes thermiques, en fait, ce qu'elles peuvent être, c'est compensées. Compenser, c'est ici, à cet endroit-là, vous allez avoir une sorte de filtre. C'est les fameux, ce qu'on appelle VMC. Et d'ailleurs, on appelle ça des doubles flux quand on est dans le cas c'est ventilation mécanique. Ventilation mécanique, VMC. La ventilation mécanique, en fait, ce que vous faites, c'est que vous avez globalement... Ça, c'est pour ça marche pour les AC comme pour les EE, mais pour les EE, en termes de fonctionnement, ça doit vous parler. Vous avez un système, en fait, de tuyaux qui récupère votre chaleur. Et avant de sortir, en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle un transfert sur un autre tube qui, lui, attire du froid vers l'intérieur. Et donc, qui récupère par le biais du transfert de chaleur entre les deux tuyaux de l'énergie qui rentre à l'intérieur. Donc du coup, en fait, il y a une partie de ta chaleur qui est réchauffée, en fait. Ton froid de dehors, il est réchauffé. Oui, c'est en première, on l'a fait, ça. Alors, biosourcé, l'avantage, c'est que l'air traverse votre système. D'accord? Donc en gros, vous avez... les coves, vous allez en avoir dans le placo, vous allez en avoir dans la peinture surtout. Vous allez en avoir dans les structures bois, vernis, etc. qui sont en gros toutes les couches de peinture qu'on va appeler glycéro et autres. C'est clairement pas bon au niveau des coves. Je vous inviterai à aller regarder ça. D'ailleurs, ça peut être sujet à une question, hein, possiblement encore. Vous voyez, il y a toujours des questions à droite à gauche. VMC, il y a possibilité de poser une question. Biosourcé, opposition bâtiment standardisé biosourcé. Il y a des choses peut-être à faire. Hein. Donc biosourcé, quand on regarde le biosourcé, l'intérêt c'est que la ventilation
Pourquoi ventilation? La ventilation. La ventilation. La ventilation, là, elle est naturelle. Et donc là, ventilation naturelle, on n'ouvre pas. Mais ça, c'est important, en fait, à comprendre ce genre de phénomène. Bonjour Adam. Alors, du coup, voilà. Donc là, on revient sur la partie d'avant. Électroménager, donc en gros, vous avez une partie d'apport et de perte. Donc ça, c'est à définir. Ça fait partie des choses qui sont à réfléchir. Et ça fait partie des questions qui peuvent se poser aussi au grand oral. Après l'électroménager, on va avoir tout ce qui va être... on va appeler système électronique. Donc là, dans les systèmes électroniques, vous allez avoir quoi? Tout ce qui est domotique. Tout ce qui va être télévisuel. Tout ce qui est PC. Et donc du coup, tous ces systèmes-là qui sont de l'ordre des systèmes électroniques. Ce qui a brûlé chez OVH, on va voir les centrales, trucs que je mets dans les PC, là, les centrales, comment on appelle ça Vous allez avoir Internet aussi. Important. Si vous alimentez pas votre réseau sur Internet, à mon avis, bah, vous n'avez pas Internet. Il vous faut deux choses en fait pour qu'Internet fonctionne, une connexion au réseau plus de l'électricité pour faire fonctionner votre système électrique. Mais Internet, par exemple, si vous avez un serveur chez OVH, par exemple, hein, où l'éducation nationale ne met pas ses produits, et ben Internet ne risque pas de fonctionner. Et donc du coup, si par exemple vous avez un souci par exemple d'internet et d'électricité, vous n'avez pas d'internet quoi. Alors, est-ce que là du coup c'est plutôt de l'apport ou des pertes? On va le faire par système. Globalement, là j'ai mis chauffage, mais en termes de chauffage, il manquerait un autre truc. Il y a un autre truc qu'on pourrait rajouter ici, hein. Les fenêtres aussi, elles participent au chauffage. Alors, quelle autre chose importante peut participer au chauffage? Alors, c'est pas que des pertes. C'est ça qui est rigolo. C'est que ça participe pas que des pertes. C'est aussi un apport. Je vous rappelle que tout objet qui chauffe fait que la chaleur peut être récupérée. Et oui, l'humain participe, l'humain, ou en tout cas toute espèce vivante. Un humain présente 100 watts d'énergie, comment dire, de puissance en consommation instantanée. Donc en fait, on perd des watts en continu. Ah, c'est des watts, c'est peut-être des watteurs d'ailleurs, faudrait que je confirme ça. Je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Mais oh mince. Comment ça s'appelle ce truc-là? C'est déperdition thermique humaine. 100 joules par seconde, c'est des joules par seconde. Alors, globalement, la puissance thermique nette perdue dans un corps humain dans les conditions de vie courantes au repos est de l'ordre de 100 watts, ce qui correspond à une énergie libérée de 100 joules par seconde. Cette perte est compensée par la production d'énergie, donc c'est bien des watts par seconde. C'est des watts, donc c'est des joules par seconde. Donc ça veut dire que là, si vous êtes en watts, il suffit juste de multiplier par rapport à votre temps, vous savez combien vous avez pu récupérer par votre chauffage. C'est pour ça que quand vous êtes 30 dans une salle, vous avez très chaud. Des fois, alors qu'on est en hiver et qu'on devrait peut-être avoir un peu plus froid. Bah, en fait, des joules par seconde, en fait, les calories, c'est une unité de mesure qui n'est que de l'ordre biologique.
pour vraiment la caractériser, faut la mettre sur une même échelle. Et le watt, c'est de la puissance, comment dire, thermique aussi. C'est plus simple de la mettre directement en watts. Donc ça fait 100 watts. Donc en fait, en gros, bah, vous avez globalement, si vous avez 10 personnes dans une pièce, techniquement, vous êtes capable de dégager 1000 watts. Donc on sait que c'est à peu près 100, c'est 1000 watts par mètre carré qu'il nous faut pour le chauffage. Je crois que c'est ce qu'on avait vu avec un de vos camarades où c'était 100 watts par. Combien on avait dit la dernière fois, Iliane? Parce que Iliane, c'est vous qui l'aviez fait ce truc-là. Je vous avais envoyé un message en MP sur Discord. Vous vous souvenez ou pas, Iliane? C'était 100 watts que vous preniez par mètre carré. Ouais, donc c'est 100 watts par mètre carré. Donc ça représente globalement, bah, si vous preniez une pièce de 9 mètres carrés, si vous mettez une personne par mètre, ce qui fait que les gens sont très serrés dans la pièce, mais vous allez vous retrouver donc du coup avec 9 points de chauffage dans la pièce de 100 watts, et donc du coup vous aurez votre compensation de chauffage. Donc ça, c'est pas à négliger, et donc du coup systématiquement quand on regarde dans votre bilan énergétique, vous avez toujours des pertes et des apports possibles. Donc partant de là, bah après vous prenez un tableau, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pof. Et normalement, votre bilan, il doit être constitué comme ça. Constitution, tableau, bilan. Oui, bah techniquement aussi, mais le truc c'est qu'en fait, c'est un peu l'objectif d'un bilan. Est-ce que vous pensez qu'un bilan, ça va être parfait? Est-ce que vous vous souvenez de... Ah non, on n'est pas allé au bout de cette visite-là la dernière fois quand on est allé chez Schneider, mais la première fois qu'on l'avait fait, on est allé dans une salle de conférence où bah, le monsieur qui s'occupait, le monsieur qui nous a reçus, là, qui était présent, là, hein, quand vous êtes jeté sur la nourriture, vous devez vous en souvenir, ça vous fait un rappel. Il faut pas se jeter sur la nourriture. Vous avez l'air vraiment pas fino. On a l'impression que vous étiez pas nourri à la maison. Donc du coup, en termes de constitution, les constitutions, ah ouais, c'est pas mal. Constitution tableau. Alors, au niveau de la constitution du tableau, ce que je vous disais, donc le monsieur, en fait, il nous avait... en fait, le chauffage, la lumière, en fait, il y a un... ça, c'est un nouveau métier qui est en train d'arriver. C'est un manager, finalement, de bâtiment. C'est quelqu'un qui gère, en fait, l'énergie, comment dépenser le moins, quels sont les systèmes à rechanger dans le système pour pouvoir améliorer ce que vous avez. Mais au démarrage, vous avez un objectif, vous ne le tenez pas, vous essayez de voir où ça cloche et pourquoi vous avez des pertes à cet endroit-là et que vous ne devriez pas en avoir. Exemple bête, quand un élève laisse son ordinateur à tourner au lycée le soir avant de partir, et ben il tourne je crois jusqu'à 21h. Et à 21h, il y a une coupe globale du réseau et qui relance le réseau. Et donc, du coup, ça vous coupe l'ordinateur pour le lendemain. Sauf qu'en fait, quand il se rallume, il reste quand même en veille. Et en veille, vous consommez encore de l'énergie. Donc, quoi qu'il en soit, un bilan, ça n'a foi que de tendre à un résultat possible. Donc là, globalement, première case de votre tableau, constitution du tableau, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre tableau? La première colonne. Équipement.
D'ailleurs, même avant la constitution du tableau, on va faire autre chose avant. Qu'est-ce qu'il vous faut avant de faire la constitution du tableau? Vous allez avoir un système de perte-gain qui va s'instaurer par rapport à ce qu'on va mettre, mais avant. Vous prenez votre téléphone et vous écoutez. Vous mettez des écouteurs, j'en sais rien. Ah, vous avez pas de 4G? C'est dommage ça. Ça me fatigue ces histoires-là. Donc du coup, constitution de votre tableau, je vais encore faire court 10 minutes là-dessus et au pire on reviendra dessus. De toute façon, je vais continuer à vous faire des cours comme ça, je pense, tant que je reviens pas au lycée. Normalement, je devrais avoir des retours dans pas longtemps, je n'ai toujours pas de retour. Alors, du coup, constitution de votre tableau, avant d'avoir la constitution de votre tableau, on a vu ça avec un élève qui aujourd'hui n'est pas présent et c'est dommage parce qu'il vous l'aurait dit tout de suite. Ça veut rien dire ce que vous écrivez, Hichem. Alors, du coup, constitution de votre tableau. Avant, vous allez avoir les besoins. Évidemment, si vous habitez en Guadeloupe ou en Martinique, à mon avis, vos besoins en chauffage ils risquent d'être vachement diminués. Par contre, en contrepartie, vous allez sûrement avoir des besoins en termes de... En termes de quoi, s'il vous plaît? En termes de climatisation. Alors les climatisations, la particularité de la RT 2020 techniquement, c'est que vous n'avez plus le droit de faire de climatisation active. Donc vous êtes obligé de passer par une climatisation passive. Et ça existe. Vous pouvez créer des zones tampons qui vont stocker la chaleur et que vous allez dégager dans lesquelles vous allez dégager la chaleur. Vous avez des systèmes qui s'appellent les puits canadiens, ou ce qu'on appelle aussi les puits provençales. Hein, si on est dans les milieux plus chauds, c'est le puits provençal où vous allez, par exemple, avoir un air chaud de l'extérieur qui va être récupéré. Vous avez un endroit bien spécifique, comment dire, sur la planète où vous avez une sorte de stabilité de chaleur en continu sur toute l'année qui fait que vous pouvez récupérer de la chaleur en hiver et récupérer de la fraîcheur en été. C'est le sol. Donc à 1 mètre de profondeur, 2 mètres de profondeur. Vous faites descendre un tuyau à 5 mètres de chez vous. Ce tuyau, il descend chez vous et il rentre chez vous après être passé pendant 5 mètres dans le sol. Et donc, du coup, il y a une partie, c'est un système d'échangeur thermique. Est-ce que vous savez c'est quoi? Est-ce que vous comprenez la logique d'un échangeur thermique? Parce que possiblement, vous pouvez ne pas comprendre. Échangeur thermique, ça vous parle ou pas? J'ai l'impression de parler tout seul dans le vide. Ok. Donc, vous allez avoir les besoins. Alors, échangeur thermique. Ah, c'est marrant ça pour un E. C'est un E qui s'est passé quoi de l'échangeur thermique? Euh, Prenez un tuyau. Ah non, on va pas faire comme ça. On va pas faire le coup du tuyau, c'est pas bien pour l'échangeur thermique. On va prendre. Globalement, c'est 2 tuyaux qui passent côte à côte en général, et puis après, c'est bien isolé. Dans un milieu fermé où vous avez 2 espaces, un qui s'appelle S1, un qui s'appelle S2, première loi de la thermodynamique. Tout système, comment dire, tend en fait, à obtenir un niveau de, de température, en tout cas d'énergie, constant. Donc si par exemple vous avez 20 degrés ici, vous avez 12 degrés ici. Que va-t-il se passer? Si vous êtes en milieu fermé, là ici tout est isolé autour. Il y a une isolation autour, c'est tout isolé. Isolé. D'accord? Ouais, même un gros écart, là j'ai mis truc, ça pourrait être moins 12. Ça vous fera une moyenne des deux dans ce cas précis. Pourquoi? Parce que là, ici, on peut considérer que S1, en termes de volume, la taille de S1
et la taille de S2 sont égales. Si la taille de S1 est égale à la taille de S2, l'échange entre les deux, ça va être 20 moins 12. Et ça va vous donner 8 degrés. Donc en fait, à la fin, vous aurez 8 degrés entre les deux zones. Et bah c'est un peu ce système-là, l'échangeur thermique. C'est vous avez un tube où peut-être il y a de l'eau chaude ou de l'eau froide. On a peut-être injecté du froid, là on va peut-être injecter du chaud. Et vous avez un deuxième qui est passif. Donc là vous avez, on va appeler le tuyau actif et là le tuyau passif. Et autour vous avez une quantité d'isolation. Si votre tuyau actif il fait du froid, et bah en fait il va filer du froid à ce deuxième tuyau qui va envoyer du froid dans la maison. Typiquement, c'est le fonctionnement des systèmes de chauffage à radiateur, des chauffages au sol, et ainsi de suite. Et donc là, en fait, là, ça va être ici, là. Ce tuyau va ramener sur du chauffage au sol. Et, par exemple, du radiant. C'est des possibilités, hein. Et ensuite, vous allez avoir donc du coup, c'est comme ça que ça va. Là, vous pouvez faire un chauffé qui soit un peu plus frais en été. S'il fait trop chaud, par exemple, à l'extérieur, c'est une possibilité. Maintenant, si vous envoyez du chaud, et ben, vous allez passer du chaud à votre chauffage ou à votre radiateur. Et donc là, c'est isolé, et c'est ça en fait, ça aide à la transmission de cette quantité de chaleur. Donc on essaye de tendre vers un milieu isolé qui va passer le maximum de calories. C'est ça un échangeur thermique. C'est le même fonctionnement pour les VMC et tous ces systèmes de chauffage. Alors, pour les besoins, donc du coup, vous savez quels sont vos besoins. Il va falloir les définir. Combien vous avez de mètres carrés à chauffer. Vous pouvez savoir combien vous allez avoir besoin d'énergie. Hein. On a vu tout à l'heure 100 watts par mètre carré. C'est que globalement, on estime que pour un radiateur, le dimensionnement, c'est 100 watts. Mais il faut définir. C'est dans les réglementations thermiques, etc. On avait vu ça avec... je vous ai mis un cours dans Discord. C'était sur les pompes à chaleur. Je vais le ressortir. Alors, dans les pompes à chaleur, sur l'Ornat Home, dans ma salle de classe personnelle, vous avez... Alors, tac. Alors, quand on est ici, vous voyez que là, par exemple, le nombre de wattheures par mètre carré par an, en fonction de votre niveau d'isolation, c'est pas le même. Mais vous avez des tableaux qui existent. Donc ça, c'est un tableau que j'avais trouvé à l'époque sur EDF. Ça a peut-être évolué, mais en tout cas, vous savez combien vous dépensez en wattheures par mètre carré et par an. Donc là, vous avez juste à modifier, à savoir votre nombre de mètres carrés. Vous savez combien de wattheures vous dépensez par an. C'est bon ou pas? Donc ça, vous avez, donc vous pouvez définir votre chauffage comme ça. Votre lumière, vous avez des lampes. Vous savez combien vous avez de lampes. Vous savez combien elles dégagent en watts. Partant de là, vous savez que votre dégagement de lampes et de watts fait que vous pouvez définir une quantité d'énergie que vous allez dépenser sur vos lampes. Vos équipements de chauffage sont dimensionnés et vous savez à peu près combien vous avez. Ça fait partie des choses. Donc du coup, c'est comme ça. On peut tout calculer du coup. Donc là, vos besoins, ils sont définis. Donc là, le tableau, la constitution du tableau et pas la constitution du tableau. La constitution du tableau, ça va être, là, vous avez votre équipement. Donc vos équipements dans la première ligne de votre tableau. Ensuite, après les équipements, on va avoir leurs dépenses énergétiques. Et là, vous allez avoir les apports résiduels.
Donc là, vous allez remplir votre tableau, vous allez remplir votre tableau, vous allez remplir votre tableau. Et là, ce que vous allez faire, c'est qu'en fonction de votre équipement, énergie dépensée, votre apport et ainsi de suite, là, ici, vous allez avoir ça moins ça. Et ça va vous donner votre dépense énergétique. Et on en revient à ça. Donc si vous avez les besoins qui sont là, ils doivent être strictement inférieurs à votre dépense énergétique. Donc vous avez vos besoins, vous avez vos dépenses énergétiques. Oui, c'est ça, hein, les besoins, ils doivent être... Non, les besoins et les dépenses énergétiques, c'est la même chose. Comment je l'avais défini au premier slide, je me souviens plus. Que je vous dise pas des bêtises. Hop. Besoins énergétiques et apport énergétique. Donc du coup... Donc ça, c'est en fait vos dépenses énergétiques, c'est vos apports énergétiques. Et ça, c'est vos besoins. Donc vous avez des besoins, on les a définis avant. Et donc du coup, les apports sont présents à cet endroit-là. Dépenses et apports énergétiques. Donc c'est le mix des deux. En dépenses et apports énergétiques, vous avez vos besoins énergétiques. Et donc du coup, il faut que ça soit plus petit. Et c'est comme ça que vous obtenez votre bilan. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Bah, vous inquiétez pas, les profs en auront au grand oral. Donc, je serais vous, commencerai à réfléchir au truc. Est-ce que vous avez commencé à poser vos questions? Est-ce qu'il y en a certains qui ont des questions? Qui veulent me les proposer là tout de suite? Comme ça, on regarde. Et comme ça, je vous dis ce que j'en pense. Vous en avez pas encore, Thibaut? Aïe aïe aïe, il va falloir vous dépêcher réellement. En STD2A, j'ai reçu le document de monsieur Picard, là. Apparemment, STD2A, ils ont un document à faire signer, c'est normé, hein. Je crois que je vais vous donner le même, d'ailleurs, pour vous obliger un petit peu à répondre, et avec une date limite qu'on va définir avec monsieur Tomias tout à l'heure. Vous trouvez pas de questions? Pourtant, il y a tellement de choses. Alors, est-ce que vous voulez qu'on les regarde ensemble, vos questions? Que je vous dise qu'est-ce que j'en pense? Waouh, c'est ultra large. Vous savez que vous avez que 5 minutes hein, pour répondre à votre question. Bon, bah, on va regarder vite fait ce que nous a proposé monsieur Dacas. Alors, tac. Pof, faut que je rouvre mon Big Blue Button. Vous avez mis ça dans le casier, hein, je crois. J'ai vu passer un appel casier. D'ailleurs, certains élèves n'ont pas mis les trucs dans mon casier. Vous allez prendre ma chose à moi, mais quoi? Question grand oral. Non, je l'ai ouvert 2 fois. Pourquoi vous utilisez pas ce que je vous ai demandé? Pourquoi vous n'avez pas utilisé ça? Pourquoi je vous donne un outil qui est sur la plateforme et vous l'utilisez pas? Je comprends pas, Alexandre. Alors, en quoi l'utilisation de matériaux renouvelables bons pour l'environnement va devenir l'architecture de demain? C'est intéressant comme question. Peut-il dicter notre conduite dans notre société? En quoi l'environnement peut-il dicter? Là, c'est vachement large, par contre. Ça, c'est très large comme question. Et ça, c'est ultra large, hein. Vous êtes incapable de répondre à ces deux questions-là. Vous êtes impossible de répondre en 5 minutes sans que vous preniez 50 000 questions de notre part, en fait. Là, c'est tendre le bâton pour vous faire battre, hein. Autant la première, je trouve qu'il y a un intérêt.
Autant les deux autres, c'est... D'accord, ok. Donc en quoi les connaissances de la physique-chimie peuvent-elles détruire le monde? La bombe atomique. Merci. Salut. Au revoir. C'est fini. C'était... Pour lui, c'est bon sa question à lui? Et vous êtes capable de répondre? Ouais, sauf que va falloir travailler sur votre question pour pouvoir lui donner un sens. Hein, faut que ça soit en rapport avec vos cours. Vous allez être capable d'orienter en fonction de vos cours. Alors, d'accord, ok. Alors, moi, je veux bien que vous me donniez les exemples vite fait, du coup, monsieur Dakas. Bah, je parlais avec monsieur Dakas, mais en même temps avec vous, en fait. Je suis capable de parler avec deux personnes en même temps. Je suis trop fort. Oui, en effet, les engrais. Alors là, vous allez sur de la chimie pure. Euh, est-ce que c'est vraiment très problématique, d'autant plus que en fait on a compris depuis un certain temps pour pas mal de personnes que l'utilisation de phosphate n'était plus vraiment une problématique. Vu on peut produire sans, en fait, on sait le faire. Bah, à mettre dans mon casier, vous avez votre projet pour cette fin d'année là, et vous avez les questions du grand oral. Alors moi la question 1 me convient un petit peu mieux quand même. Si vous êtes, comme vous le dites, carré sur la question de physique-chimie, mais là va falloir commencer à travailler sur comment y répondre à vos deux questions. Pourquoi faire? Ça sert pas à grand chose. Moi ce qui m'embête c'est que dans votre projet pour l'instant Alexandre et Enzo, je vois pas la partie technique apparaître. Vous faites que de la création presque. Oui, bah je me doute, mais Enzo, va falloir vous concentrer un peu plus, comme ça vous aurez plus de problèmes. Ouais, bah moi je vous conseille de le faire. Là, vous avez la vidéo comparaison qui est sortie sur la plateforme. Oh purée, oh mais respectez-vous quoi, sans déconner. Je quitte, je vais m'en aller. J'en ai marre, je vais partir. J'en ai marre. Aïe 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 aïe. Mais c'est pas des critiques. C'est pour votre bien. Vous considérez pas que les critiques ça peut être positif? Ah d'accord, donc en fait faut toujours vous caresser dans le sens du poil en fait. Oh mais c'est pas possible. Mais faites-moi des trucs parfaits, je critiquerai pas. Il y a toujours un poil à améliorer, même dans ce que je fais moi. Je fais pas que des trucs bien. Mais tout le monde fait des erreurs. Bah si, justement, c'est pour ça que je vous donne les éléments de critique. C'est pas pour rien. Bon, bah, je vous laisse aller au lycée. On se retrouve bah, dans un peu moins d'une heure avec Monsieur Tomias. Et on va continuer à faire des trucs comme ça, ce qui va vous permettre de vous ouvrir l'esprit sur des possibilités de questions. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. On s'arrête là.